Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la tierce opposition. Alors dans cette vidéo, on va dans un premier temps donner une définition de la tierce opposition. Ensuite, on verra quelles sont les conditions de la tierce opposition, quelles sont les conditions que la tierce opposition doit respecter pour être recevable. Ensuite, on verra à quelle procédure la tierce opposition est soumise. Et puis enfin, on verra ensemble les effets de la tierce opposition. Et donc, sans plus attendre, c'est parti. Et surtout, si cette vidéo vous plaît, si cette vidéo vous est utile, n'oubliez pas de la liker. Alors, il faut savoir que parmi les voies de recours possibles contre un jugement, on distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Donc, les voies de recours ordinaires, ce sont les voies de recours qui sont en principe ouvertes à toutes les parties. Et la voie de recours ordinaire par excellence, c'est bien entendu l'appel. Et puis, les voies de recours extraordinaires, ce sont celles qui ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi. Et donc, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire. Et plus spécifiquement, la tierce opposition désigne le recours exercé par un tiers au jugement, lorsque le jugement est de nature à lui faire subir un préjudice. L'idée, c'est donc de protéger les tiers dont les intérêts seraient menacés par une décision de justice rendue sans qu'ils aient pu défendre leurs droits. Alors, de prime abord, ça peut sembler étonnant qu'un recours ait été prévu pour les tiers, puisque un jugement ne crée pas de droits ou d'obligations à l'égard des tiers. On dit que les jugements ont un effet relatif. Mais il faut savoir que le jugement est tout de même opposable aux tiers, et ces derniers doivent le respecter. Et dans la réalité, il existe parfois des relations complexes qui font que le jugement peut avoir des conséquences qui affectent les tiers. D'où le recours à la tierce opposition. La tierce opposition est prévue pour ce genre de situation, et elle peut donc être exercée uniquement par un tiers au jugement. Alors maintenant, quelles sont les conditions de la tierce opposition? Quelles conditions la tierce opposition doit-elle respecter pour être recevable? Ici, on va aborder plusieurs points. Et dans un premier temps, on va parler des décisions qui sont susceptibles de tierce opposition. Puisqu'en effet, il existe un principe selon lequel tout jugement est susceptible de tierce opposition à moins que la loi n'en dispose autrement. Ça, c'est ce que dit l'article 585 du Code de procédure civile. Donc, le principe, c'est la recevabilité de la tierce opposition à l'encontre de tout jugement. Et à ce titre, la tierce opposition est recevable contre, d'une part, les décisions de première instance, qui vont être rendues par les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce, les conseils de prud'homme, etc., etc. Et puis également, la tierce opposition est recevable contre les décisions rendues en appel. Les décisions rendues en appel sont également susceptibles de tierce opposition. En revanche, ce principe selon lequel tout jugement est susceptible de tierce opposition, il comporte quelques limites, puisque la tierce opposition est irrecevable d'abord pour les jugements qui ont été frappés d'appel, puisque les tiers peuvent intervenir en cause d'appel pour protéger leurs intérêts dans le cadre d'une procédure permettant le réexamen en fait et en droit de l'affaire. Et puis également, la tierce opposition est irrecevable pour les arrêts de la Cour de cassation. Voilà donc pour les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet d'une tierce opposition. On va maintenant s'intéresser aux personnes pouvant former tierce opposition, puisqu'il existe également des conditions qui s'appliquent à la personne pouvant former tierce opposition. Et donc, pour pouvoir former tierce opposition, une personne doit d'abord avoir un intérêt à obtenir la rétractation du jugement. C'est-à-dire qu'un chef du jugement doit lui porter préjudice. Et cet intérêt à obtenir la rétractation du jugement, il doit être légitime,
actuelle, directe et personnelle, et ce à peine d'irrecevabilité de la tierce opposition. Et l'appréciation de cet intérêt relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Donc première condition, c'est l'intérêt à obtenir la rétractation du jugement. Deuxième condition, la personne qui forme tierce opposition ne doit pas avoir été partie à l'instance. Et puis il existe également une troisième condition, la personne qui forme tierce opposition ne doit pas avoir été représentée à l'instance. Puisqu'on l'a dit, c'est nécessairement un tiers à l'instance, un tiers au jugement, qui peut former tierce opposition. Maintenant, toujours dans les conditions de la tierce opposition, on va parler du délai de tierce opposition. Il faut savoir qu'en principe, le délai pour former tierce opposition est de 30 ans à compter du jugement. Toutefois, ce délai de principe de 30 ans, il comporte des exceptions, et en premier lieu, au cours d'une instance, celui à qui on oppose un jugement rendu au cours d'une autre instance peut former tierce opposition sans limitation de temps. Et on dit alors que la tierce opposition est incidente. En sachant qu'on dit également que la tierce opposition est principale lorsqu'elle est exercée en dehors de toute procédure en cours. Donc, la tierce opposition est incidente lorsqu'elle est formée au cours d'une instance contre un jugement rendu dans le cadre d'une autre instance. Donc concrètement, on a l'un des plaideurs qui entend se prévaloir contre son adversaire d'un jugement rendu dans le cadre d'une autre instance. Et l'adversaire, qui est un tiers à ce jugement, va former une tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Et donc, dans ce cas-là, on dit que la tierce opposition est incidente. Et en cas de tierce opposition incidente, il n'y a pas de délai pour former tierce opposition. La tierce opposition peut être formée sans limitation de temps. Et puis, autre limite à ce délai de principe de 30 ans pour former tierce opposition, il faut savoir que si le jugement a été notifié au tiers, eh bien celui-ci peut former tierce opposition seulement dans les 2 mois de la notification. Voilà donc pour les conditions de la tierce opposition. On va maintenant pouvoir s'intéresser à la procédure de la tierce opposition, mais juste avant, je voulais vous parler de mon pack de fiches en procédure civile. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches en procédure civile? C'est tout simplement un pack qui comprend 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. Donc, si vous voulez mieux comprendre la matière et si vous voulez réviser efficacement la procédure civile, eh bien vous pouvez télécharger ce pack de fiches qui va beaucoup vous aider. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on peut donc passer à la partie suivante qui concerne la procédure de la tierce opposition. Alors, comme on l'a dit précédemment, la tierce opposition peut être soit principale, c'est-à-dire exercée hors de toute procédure en cours, soit incidente, c'est-à-dire exercée au cours d'une instance contre un jugement rendu dans le cadre d'une autre instance. Et la procédure n'est pas la même selon les cas. D'abord, lorsque la tierce opposition est principale, elle est portée devant la juridiction qui a rendu le jugement attaqué. Donc admettons que le tribunal judiciaire de Lyon ait rendu un jugement, ce jugement est attaqué par une tierce opposition, eh bien la tierce opposition sera portée devant le tribunal judiciaire de Lyon. Et puis également, la tierce opposition principale est introduite selon les règles applicables aux demandes introductives d'instance devant la juridiction concernée. Maintenant, lorsque la tierce opposition est incidente, elle est portée, donc il y a différentes hypothèses, et première hypothèse, elle est portée
devant la juridiction saisie du litige principal si celle-ci est d'un degré supérieur à celle qui a rendu le jugement. Ou, autre possibilité, si, étant de degré égal, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. Et dans cette hypothèse, elle est formée comme le sont les demandes incidentes, c'est-à-dire les demandes qui interviennent au cours du procès. Donc ça, c'est la première hypothèse. Donc la tierce opposition incidente est portée devant la juridiction saisie du litige principal. Et deuxième hypothèse, la tierce opposition incidente est portée devant la juridiction qui a rendu le jugement si la juridiction saisie du litige principal est de degré inférieur à celle qui a rendu le jugement ou, autre possibilité, si, étant de degré égal, une règle de compétence d'ordre public fait obstacle à ce que la tierce opposition soit portée devant la juridiction saisie du litige principal. Et dans cette hypothèse, la tierce opposition est formée par voie de demande principale. Donc, en matière de tierce opposition incidente, il faut distinguer plusieurs situations, il faut distinguer plusieurs cas. D'abord, on a le cas où la juridiction saisie du litige principal est d'un degré supérieur à celle qui a rendu le jugement. Donc, dans quelle situation est-ce qu'on est ici? Finalement, ici, on est dans la situation où la juridiction saisie du litige principal est nécessairement une cour d'appel. Puisque la juridiction saisie du litige principal est de degré supérieur, eh bien, il s'agit nécessairement d'une cour d'appel, et la juridiction qui a rendu le jugement est nécessairement une juridiction de premier degré. Et donc à ce moment-là, si la juridiction saisie du litige principal est une cour d'appel et que la juridiction qui a rendu le jugement est une juridiction de premier degré, qu'il s'agisse du tribunal judiciaire, du tribunal de commerce, du conseil de prud'homme, etc., eh bien dans une telle situation, c'est la cour d'appel, saisie du litige principal, qui pourra connaître de la tierce opposition. Ensuite, autre situation, c'est la situation où la juridiction saisie du litige principal est de degré inférieur à celle qui a rendu le jugement. Donc là, on est dans la situation où la juridiction saisie du litige principal est forcément une juridiction de premier degré, et la juridiction qui a rendu le jugement est forcément une cour d'appel. Et donc, dans un tel cas, si la tierce opposition est formée devant une juridiction de premier degré contre un arrêt d'appel, eh bien, la juridiction saisie est incompétente et la tierce opposition sera portée devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt. Et puis enfin, on a la situation où la juridiction saisie du litige principal est de degré égal à la juridiction qui a rendu le jugement. Et donc ici, soit aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle, et dans ce cas-là, la tierce opposition sera portée devant la juridiction saisie du litige principal, ou bien si une règle de compétence d'ordre public fait obstacle à ce que la tierce opposition soit portée devant la juridiction saisie du litige principal, eh bien dans ce cas-là, la tierce opposition sera portée devant la juridiction qui a rendu le jugement. Donc ici, c'est un petit peu plus complexe, mais il faut bien comprendre que cette histoire de règles de compétences d'ordre public, elle concerne les juridictions du premier degré qui ont des compétences différenciées. Donc ici, il faut distinguer le tribunal judiciaire, qui est la juridiction de droit commun, et les juridictions d'exception. Par exemple, tribunal de commerce, conseil de prud'homme, etc., etc. En ce qui concerne le tribunal judiciaire, il peut connaître de la tierce opposition contre les jugements des autres tribunaux judiciaires et des juridictions d'exception. Et donc, lorsqu'une tierce opposition est formée au cours d'une instance devant un tribunal judiciaire et que cette tierce opposition attaque un jugement rendu par un autre tribunal judiciaire ou une juridiction d'exception, eh bien, le tribunal judiciaire saisi est compétent
pour connaître de la tierce opposition. En revanche, les juridictions d'exception ne peuvent connaître que des tierces oppositions contre les jugements émanant de la même classe, puisque chaque juridiction a reçu une compétence d'attribution limitée. Par exemple, un tribunal de commerce ne peut connaître que des tierces oppositions contre les jugements rendus par d'autres tribunaux de commerce. Il ne peut pas connaître des tierces oppositions contre les jugements rendus par des conseils de prud'homme, par exemple. Et inversement, un conseil de prud'homme ne peut connaître que des tierces oppositions contre les jugements rendus par d'autres conseils de prud'homme. Il ne peut pas connaître des tierces oppositions contre les jugements rendus par des tribunaux de commerce. Donc par exemple, si la tierce opposition est formée devant un tribunal de commerce à l'encontre d'un jugement rendu par un autre tribunal de commerce, alors le tribunal de commerce saisi pourra connaître de la tierce opposition. Et si la tierce opposition est formée devant un tribunal de commerce à l'encontre d'un jugement rendu par un conseil de prud'homme, alors le tribunal de commerce saisi ne pourra pas connaître de la tierce opposition, et la tierce opposition sera portée devant le conseil de prud'homme. Et puis également, si la tierce opposition est formée devant une juridiction d'exception, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire, eh bien, la juridiction saisie doit refuser de statuer et la tierce opposition sera portée devant le tribunal judiciaire qui a rendu le jugement. Voilà donc pour la procédure de la tierce opposition. On passe maintenant aux effets de la tierce opposition. Et ici, on va aborder deux points. D'abord, l'absence d'effet suspensif de plein droit. La tierce opposition n'a pas d'effet suspensif de plein droit, c'est-à-dire qu'elle ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué. En revanche, le juge qui est saisi de la tierce opposition peut décider de suspendre l'exécution du jugement. Mais ça doit vraiment venir d'une décision du juge. Il n'y a pas, en matière de tierce opposition, d'effet suspensif de plein droit. Et puis autre point, c'est l'effet dévolutif relatif. Alors pour rappel, la dévolution désigne la délimitation de ce qui doit être réexaminé en cas de contestation d'un jugement. Et en matière de tierce opposition, l'effet dévolutif est relatif. Donc d'une part, ça signifie que le juge statue à nouveau en fait ayant droit, mais uniquement à l'égard du tiers opposant. En effet, le jugement qui avait été rendu conserve ses effets entre les parties. Et puis également, la tierce opposition remet en question uniquement les points jugés qu'elle critique. Toute demande nouvelle est exclue et le juge ne peut trancher que des questions qui ont été traitées par les premiers juges. Donc autrement dit, si on combine ces deux points, on comprend qu'en cas de succès de la tierce opposition, le jugement rend inopposable au seul tiers opposant les points jugés qu'il a critiqués. C'est ce que signifie l'effet dévolutif relatif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la tierce opposition. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.